entendez tous les jours, depuis quelques jours, les pimpons de la police ou des ambulances, les sirènes des ambulances, les grenades, le lacrymogène, les tirs de mortier, quelquefois, et puis, une nouvelle arme létale qui est entrée dans l'arsenal, les casseroles. Ça n'arrête pas. Et puis, quand même, très sérieusement, il y a des problèmes de tous les côtés. On sait, il y a les casseurs, il y a les black blocs, il y a les gens qui ne viennent que pour ça, vraiment pour casser, de manière complètement irréfléchie et imbécile, voire criminelle. Et puis, il y a certains membres de la police, surtout la Brave M, la fameuse Brave M, qui est chargée de réprimer les manifestants les plus violents. Eh bien, il y a un problème. Il y a un problème parce que Agnès Thibault-Lecuivre, qui est la directrice de la police des polices, la fameuse IGPN, comme vous le savez, eh bien, a déclaré que 59 enquêtes ont été ouvertes depuis le début de la contestation, il y a 3 mois, contre la réforme des retraites. 59 enquêtes ouvertes par la police des polices, pas par des avocats, gauchistos, ou etc., etc. Non. La police des polices. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va en parler avec quelqu'un qui a été dans la police pendant très longtemps, on va peut-être le redevenir. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour. Bonjour. Écoutez, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu et on est heureux de vous entendre. Je rappelle rapidement que vous avez été membre du syndicat Alliance Police Nationale. Avant de rejoindre la CGT, le secrétaire général, vous avez été du syndicat policier Vigie. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous avez longtemps tenu un discours critique sur une certaine organisation de la police. En 2019, en juillet, vous avez été suspendu de vos fonctions pour une période de 12 mois, dont 6 avec sursis. Christophe Castaner était alors ministre de l'Intérieur. Ensuite, quand il y a eu les affaires de violence policière contre Michel Zecler, le 27 novembre 2020, vous avez demandé vous-même, Alexandre Langlois, une rupture conventionnelle pour quitter la police nationale. Et vous avez dit, je quitte la police nationale pour les mêmes raisons que je suis rentré, la défense des libertés individuelles et de l'intérêt général. Et j'en termine en disant que le 12 mars 2021, vous avez été notifié de votre révocation de la police nationale suite à un tract visant la haute hiérarchie. Et puis le 16 avril 2021, parce qu'il faut le préciser aussi, décision suspendue par le tribunal administratif de Versailles au motif qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la sanction. Juste Alexandre Langlois, où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors depuis, il y a eu le Conseil d'État qui est passé, qui a confirmé la décision de suspension. C'était en décembre de l'année dernière. Oui. Et après, il y a eu un jugement sur le fond en première instance qui reconfirme effectivement que le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit de virer les gens selon son bon plaisir. Voilà. Donc pour le moment, il a fait appel. Donc c'est toujours en ballottage. Et ce qui se joue, c'est la rupture conventionnelle ou pas. Voilà. Je comprends. Alors Alexandre Langlois, on va parler du fond justement, et vous êtes aussi bien placé que tous pour en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on a vu depuis quelque temps une espèce de tension, plus que de tension, on a vu des images, alors on discute les images, oui, vous voyez telle image qui montre des exactions de la part de la police ou de la Bravem, notamment, mais vous ne voyez pas l'image d'avant, l'image d'après, etc. Bon, au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu, d'après vous, un durcissement des instructions données à la police par rapport aux manifestations diverses et variées qui continuent d'ailleurs plus que jamais? On l'a vu à Célestat, on l'a vu en Grandrange, on l'a vu ailleurs, et qui n'arrêtent pas. Et puis on sait que le 1er mai, ça ne va pas être d'un pacifisme absolu. Alors, qu'est-ce qui se passe selon vous? Alors effectivement, il y a eu un durcissement, mais c'est pas date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur l'aboutissement d'un processus de détournement, en tous les cas, par le pouvoir politique des forces de police. Ça avait commencé sous M. Manuel Valls, où il y a eu toutes les manifestations des quinquennats précédents. C'est-à-dire qu'on a eu les manifestations pour le mariage pour tous, les manifestations loi travail, les manifestations écologiques, les manifestations gilets jaunes. Et à chaque fois, la réponse politique s'est transformée en réponse, justement, on envoie la police, on ne répond pas. Et ça avait été avoué et assumé par le gouvernement d'Emmanuel Macron, par la voix de Mme Sibeth Ndiaye, qui avait déclaré quand elle était porte-parole du gouvernement, si provoquer de la violence pour les réformes pour lesquelles on a été élu, on provoque de la violence, je l'assume. Carrément, elle a dit ça comme ça. Elle a dit ça comme ça, dans ces termes. Elle avait dit,
Non, Ouais. les termes exacts, c'est si la mise en œuvre des réformes pour lesquelles on a été élu provoque de la violence, je l'assume, c'était sur BFM TV quand elle était porte-parole du gouvernement. D'accord. Ce qui veut dire assumer quelque chose, ça veut dire que, par exemple, il y a eu un sondage du Point récemment qui disait qui est la source des violences aujourd'hui. 31% des Français ont quand même répondu le gouvernement. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de faire de sondage. Quand un coupable a avoué et assume parfaitement ses actes, c'est fait. Je veux dire, le Mmh. gouvernement assume de provoquer la violence. Donc la source de la violence est identifiée et assumée. Après, Oui. qu'est-ce qui se passe? Derrière, c'est les consignes qui sont données. Les Pardon, consignes sont... pardon Alexandre Langlois, je ne veux pas Oui, jouer l'avocat des manifestants. Mais enfin, vous savez très bien que parmi les manifestations, il y a des gens qui viennent uniquement pour casser. Je les nomme, les Black Blocs, par exemple, et d'autres. Ils existent. alors il y a des gens... Eh bien, ils existent parfaitement, mais en fait, c'est ça où il y a deux choses. C'est que, un, si jamais les réformes n'étaient pas contestées de façon majoritaire par les Français, il n'y aurait Oui, pas autant de manifestations monstres. Ce qui d'accord. fait que ces gens-là qui viennent commettre des actes délictuels et criminels n'auraient pas l'occasion de venir, parce que ces gens-là sont des lâches, il faut quand même le dire. Si jamais ils ne peuvent pas se cacher derrière des victimes innocentes, ils ne viennent pas. Voilà. Ouais, C'est-à-dire d'accord. qu'ils viennent perturber toutes les manifestations au nom de la démocratie, mais ne respectant pas justement le délai, les ordres et les mots d'ordre démocratiques des organisateurs de quelles que soient les manifestations de ces dernières années. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait, pourquoi il y a des manifestations? Parce qu'il y a un problème politique qui n'est pas résolu. Mhm. Donc ensuite, ça permet d'engrainer des choses à côté. Et après, on dit, bah, attendez, il y a des casseurs. Oui, il y a des casseurs. Ils sont connus des services de renseignement. La vraie question, c'est pourquoi les ordres ne sont pas donnés pour les interpeller à temps, pour éviter qu'ils viennent commettre des exactions, et Ouais. pourquoi ils ne sont pas présentés à la justice derrière. Donc il y a tous ces problèmes-là. Et ce n'est pas en mettant des nouvelles unités, comme les Braves M, par exemple, que ça va résoudre le problème. Le problème, parce que déjà, quand on crée une nouvelle unité, c'est de la communication, c'est qu'on prend des fonctionnaires d'une autre unité pour les mettre dans celle-ci. Ouais. Et après, deuxième chose, c'est que le maintien de l'ordre, c'est quelque chose de très particulier, de très précis. Et en France, il me semblait que nous avions des unités comme les CRS qui avaient toute cette vocation et qui avaient le savoir-faire. Donc Mhm. pourquoi, plutôt que de créer une nouvelle unité, pourquoi n'avoir pas renforcé les gens qui savent faire? Ça demande du temps de former un CRS, effectivement. On ne devient pas CRS du jour au lendemain, Bien, mais bien on a les sûr. capacités en France de former des gens correctement. Donc il y a ce côté, on va utiliser des unités qui ne sont pas prévues pour ça. Et on va entendre des images de violence et des gens qui ne sont pas forcément compétents ou qui n'ont pas acquis la compétence. Mhm. Deuxième chose aussi, sur ces unités de Bravem qui posent problème, c'est qu'il y a certaines unités de police, par exemple, qui nécessitent de l'aplomb et du sang-froid. Je vais Ouais. prendre le raid. On ne peut pas rentrer au raid si, en général, on n'a pas 30 ou 40 ans, on n'est pas père ou mère de famille, parce que les recruteurs cherchent aussi des gens qui sont stables, qui ne vont Bien pas être des sûr. chiens fous lâchés. Et Mhm. dans les Bravem, le recrutement ne se fait pas de la même façon. On cherche des volontaires et le profil qui a été envoyé, le message qui a été envoyé par le gouvernement, c'est plutôt un profil de fonctionnaires plus jeunes, donc qui ne seront pas forcément bien encadrés et qui vont devoir faire le coup de main. Donc il y a une volonté Ouais. politique de mettre des policiers en difficulté avec des conséquences graves pour les manifestants. Et vous parlez même, Alexandre Langlois, au début de votre intervention, vous dites, on a pas seulement maintenant, le pouvoir politique a détourné ce que devait être la fonction, enfin le fond de la police, quoi. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a pu voir. Il n'y a pas de réponse politique. À chaque fois, la réponse politique, le dialogue politique est de plus Ouais. en plus fermé. Et là, on arrive à un aboutissement où il n'y a plus de dialogue tout court. Et je repense à ces mots de Philippe Bas, qui était président de la commission des lois au Sénat au moment de l'affaire Benalla, et qui était venu tenir une conférence, enfin, qui a participé à une conférence l'année dernière au printemps des barreaux de France et de Oui. Paris. Il avait dit, très justement, aujourd'hui, il n'y a plus de moyens pour les Français de s'exprimer. Tous les contre-pouvoirs ont été verrouillés. La parole des Français, il y avait plus, avant il y avait les syndicats, Macron a dit je ne parle plus aux syndicats, les corps intermédiaires, je n'en veux pas. Le Sénat qui essayait de faire quelque chose, au fur et à mesure, tous les contre-pouvoirs ont été verrouillés. Mm. Sa conclusion, ce qui est assez logique de toute façon, il a dit la prochaine fois que les gens descendront dans la rue, ce sera très violent, parce qu'en fait, ils n'auront pas été écoutés, ils auront été méprisés, et c'est ce côté, des fois, les gens ne demandent même pas en fait d'aboutir à quelque chose, ils demandent juste déjà d'être écoutés. De s'exprimer Et et c'est ce d'être qu'on a pu écouté. voir Oui. Oui. et de s'exprimer. Et on a eu un aboutissement récemment. Emmanuel Macron avait mis en place la possibilité de signer des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale. Enfin, en tous les cas, c'est son gouvernement précédemment au moment de l'aéroport de Paris, la Oui. privatisation. Donc très bien. Ces pétitions doivent être examinées si elles reçoivent 500 000 signatures, ce qui n'est pas rien sur le site de l'Assemblée nationale, vu qu'on doit se connecter par France Connect, donc donner des données personnelles très précises pour éviter les doublons. Oui. Et le 5 avril dernier, par exemple, une pétition demandant la dissolution des Bravem a été classée sans suite par la commission des lois. Ce qui veut dire qu'en fait, ils disent, même ça, on vous donne des moyens de vous exprimer, et même les moyens que nous-mêmes on vous a donnés, on les utilise pas. Ouais. En fait, ça veut dire qu'il y aurait eu un examen, ce qui veut dire, vu la majorité actuelle de l'Assemblée nationale, il y avait quand même peu
de débat sur l'issue qui aurait été donnée à cette pétition, mais il y a au moins eu un débat autour d'elle. Ouais. Là, il y a même juste refus du débat. Oui, le débat n'a pas eu lieu, ne pouvait pas avoir lieu. Enfin, n'a pas eu lieu, ouais, c'est ça. N'a pas eu lieu, et ce qui veut dire qu'en fait, il y a une frustration après des personnes qui vont dans la rue. Il y a une frustration des gens. Comment on peut s'exprimer? On veut utiliser les moyens légaux, on nous dit non. On nous dit que si on fait une manifestation, on ne doit pas déranger, on ne doit pas faire de bruit. Si on veut faire une pétition, on nous dit non. En fait, à chaque fois, et les représentants aujourd'hui ne représentent plus les Français, malheureusement, qui sont élus à l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, s'ils ne représentent plus, ils sont en tout cas très contestés par une partie de la population qui n'y croit plus. Et c'est très préoccupant d'ailleurs, parce que effectivement, ne plus croire au pouvoir législatif ou autre, et comme vous dites, si on a l'impression que le pouvoir exécutif occupe tout le champ du pouvoir, évidemment, Montesquieu pourrait se retourner dans sa tombe 10 fois. Mais alors, qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on est arrivé aujourd'hui, non pas à un paroxysme, mais enfin à quelque chose qui est très tendu, qu'un ministre, un président ne peut plus se déplacer sans qu'il y ait de façon régulière? Est-ce que c'est parce que justement il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de place ou de surface pour l'expression, que ça devient tellement tendu? On l'a vu à Célestat, on l'a vu à Lagrange, aujourd'hui il y a effectivement, après Sainte-Soline, il y a Vendine, etc. C'est quoi? C'est devenu en fait un mode d'expression, c'est la manifestation, puisqu'il n'y a rien d'autre? En fait, c'est un retour à ce qui avait fondé, par exemple, la Troisième République, où un député, Louis Blanc, avait déclaré: le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues, parce que justement, on arrive à trouver un consensus au niveau de la représentation nationale. Ouais. Et la Troisième République a fait des lois qui sont toujours en vigueur, qui malheureusement on essaye de les détricoter aujourd'hui, comme la loi sur la séparation de l'Église et l'État, la laïcité. Enfin, il y a plein de lois qui ont été votées à l'époque, qui sont toujours en vigueur, parce que justement, il y a eu un consensus qui a été créé à cette époque autour de ces lois. C'est-à-dire que ce n'était pas l'idéal pour tout le monde, mais c'était acceptable pour tous ceux qui voulaient faire partie. Ça faisait consensus, on était d'accord là-dessus. Oui. Ça faisait consensus, voilà, c'est-à-dire qu'on n'était pas d'accord sur tout, c'était pas l'idéal, mais on se disait, bon, c'est pas aussi pire que ce pourrait, voilà, puis sur d'autres sujets, j'aurais gain de cause. Aujourd'hui, justement, on retourne à l'ancienne méthode, en fait. Comme il n'y a plus de consensus au niveau de l'Assemblée nationale et des représentants, les gens reprennent les anciennes méthodes de la force dans la rue. Donc là, on est sur la première étape, mais si on continue, ce sera de plus en plus de violence. Et ce qui avait fait fonder notre modèle démocratique est en train de se fissurer, parce qu'il y a cette déconnexion entre les attentes populaires et ce que font nos politiques. Ouais. Et en fait, c'est ça la difficulté. Si jamais il y avait une discussion, il y avait des possibilités, il n'y aurait pas besoin de se cacher quand un président ou des élus se déplacent. Et en plus, particulièrement pour la police, on n'est pas aidé au niveau de la police par M. Darmanin, qui, je rappelle, peut se moquer des victimes de personnes qui ont été victimes de violences policières, dans le terme où là, il y a eu une faute professionnelle. C'était l'époque de Cédric Chouviat. Ouais. Donc, quelqu'un qui a été tué pour une plaque d'immatriculation sale. Et à l'époque, M. Darmanin avait dit « Je m'étouffe quand j'entends parler de violences policières ». Mais où sommes-nous ? Je veux dire qu'on est rendu à se moquer des gens qui sont de victimes innocentes, parce que j'ai beaucoup aimé la distinction que vous avez fait au début de l'émission, c'est qu'effectivement, il y a des fois, la violence policière est nécessaire. Et quand on parle, par exemple, est-ce que les policiers ont bien fait de tirer sur le terroriste qui a tué Samuel Paty ou au Bataclan ? La réponse est unanimement oui. Donc c'est nécessaire. Mais il y a des cas où malheureusement, il y a des erreurs. Les erreurs, on peut les pardonner, les expliquer. Ouais. Mais par contre, on ne peut pas se moquer des victimes. Ça ne va pas dans ce sens-là. Bien sûr. Et justement, alors, je voulais vous juste dire que 0826 300 300, n'hésitez pas, prenez la parole. S'il y a aujourd'hui, là, maintenant, des auditeurs qui veulent parler avec Dialogue avec Alexandre Langlois, eh bien, écoutez, faites-le. Juste un mot, Alexandre Langlois. Au fond, est-ce que, par rapport puisque vous l'avez vécu, comme nous tous, par rapport à ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, la répression, les réactions, etc., est-ce qu'on est aujourd'hui dans la même phase ou on est dans une autre phase ? Aujourd'hui, on va être dans la phase d'après, parce qu'en fait, malheureusement, les gens apprennent. Hein, voilà. Et au moment des gilets jaunes, il y avait encore une force contenue. Il n'y avait pas une volonté d'aller faire des actes violents ou de la résistance plus agressive. Il y avait une volonté de s'exprimer. Et au fur et à mesure, la volonté politique, en fait, a été de cette répression aveugle, a fait que les gens plus pacifiques sont plus venus parce qu'ils avaient peur. Les gens, et en fait, les cortèges se sont plus radicalisés. Il n'y avait plus que ceux qui étaient déjà en bonne santé qui pouvaient venir, les plus fragiles et les plus jeunes ne pouvaient plus venir. Donc, en fait, il y a eu toute une
catégorie de personnes qui étaient ciblées pour aller manifester. Les autres ne pouvaient plus. Quand on écarte les gens, effectivement, après on dit qu'il n'y a plus personne. Donc en fait, il y a déjà la première étape qui est passée. Ouais. Et en fait, déjà, les Gilets jaunes n'ont pas obtenu grand-chose. Après, il y a eu toutes les autres manifestations depuis qui n'ont rien donné. Et ce pouvoir qui discute avec lui-même. Donc en fait, la prochaine étape, ils disent aux gens, voilà, on a acheté des grenades, on a acheté du matériel, on a recruté des policiers, mais pas forcément la qualité. Je rappelle que malheureusement, pour remplir le nombre de critères au niveau quantité, on est descendu à 5 de moyenne au niveau du recrutement. Ce qui veut dire que ce n'est pas la même qualité. 5 de moyenne. Et la moyenne avant était de combien ? Ça descendait, ça dégringolait. On était à 10, après 8, 5, et là on est descendu à 5. Voilà, mais après ça dépend des années. Mais c'est-à-dire que et c'est ce que vous dites de la Bravem par rapport au CRS, enfin de cette section créée là récemment en 2019. Oui. Il y a la chose, c'est qu'en fait, c'est des jeunes. Donc, des jeunes, des fois, on n'a pas l'expérience de la vie. On ne réagit pas de la même façon à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, ça ne s'apprend pas. Il faut encadrer les plus jeunes. Et on voit d'abord, généralement, que quand il y a des bavures ou des erreurs qui sont commises, en général, c'est déjà un défaut d'encadrement sur le terrain de personnes qui ont plus d'expérience. C'est la deuxième chose, de rappeler ça. Oui, allez-y. Voilà, la deuxième chose, c'est qu'après, dans les unités, comme les CRS ou d'autres unités, il y a aussi des gens qui discutent après, qui refont le match en disant on aurait serait plutôt intervenu comme ça, comme ça. La Bravem, en fait, du fait de sa non-sélection à l'entrée, en disant on prend tous les volontaires parce qu'on a besoin de monde pour le faire, avec quelques compétences, mais ça attire un certain profil. Donc forcément, voilà. Mais la dernière chose aussi, parce que ça m'avait fait rire, j'ai eu un débat récemment avec un collègue, qui est toujours collègue, lui, Bruno Attal, qui m'a dit, mais voilà, mais c'est pas parce qu'on va enlever la moto au Bravem que le policier va être bien ou pas bien. Et il a raison. C'est qu'en fait, les Bravem attirent un certain profil, mais c'est pas ça derrière. C'est que pour qu'une police soit irréprochable, encore derrière, il faut que les personnes qui commettent des fautes professionnelles soient sanctionnées et non soutenu par le pouvoir en place. Alexandre Langlois, et c'est à partir de là que ça jette l'image. Alors nous avons un auditeur, Richard, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour à vous. On vous écoute Richard, parlez avec Alexandre Langlois. On vous écoute. Oui, bonjour. J'ai une question qui est un peu grave en fait. Je ne comprends pas pourquoi au niveau de la police on ne dispose pas de contrôle alcoolémie ou prise de stupéfiants de manière préventive, comme ça se fait pour la gendarmerie. Ouais. Vous voulez dire de contrôle, vous voulez dire que quelqu'un prend des stupéfiants, c'est ça Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que la police, elle est plus en contact que d'autres avec les stupéfiants, elle dispose de la violence légitime, ils portent une arme. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut une exemplarité. Vous pensez qu'il faudrait contrôler, et que ça mérite d'être contrôlé, Alexandre Langlois? Est-ce que c'est vraiment un problème, ça, avec la police? Ou une partie de la police? Alors, il y a eu un problème, il y a des années, il y a eu un problème effectivement avec l'alcool, mais qui a été résolu. Voilà. Par contre, il y a un problème effectivement de suivi psychologique dans la police, parce que il y aurait besoin, vu les situations, voilà, donc certains des fois peuvent tomber dans l'alcoolisme ou des choses comme ça, mais en général, les gens sont plus sur la voie publique. Mais du coup, il n'y a pas ce suivi. Parce qu'en fait, dans la police, on a l'impression que quand on va voir un psychologue ou un psychiatre, on passe pour un faible. Alors, par exemple, nos homologues, les Québécois, ont fait l'inverse. Ils ont dit, voilà, maintenant, ce sera obligatoire pour tout le monde, tous les temps de temps. Et tout le monde passe voir le psychologue. Et si ça va bien, très bien, ça va bien. Mais si ça ne va pas, ça permet de détecter en amont. Parce que quelqu'un qui ne va pas bien, effectivement, comme a dit l'auditeur, il y a des conséquences derrière, parce que les policiers sont armés, ils peuvent faire plein de choses. Et je rappelle également que la cause de mortalité des policiers en France, c'est le suicide. Donc, ce qui veut dire que le ministère de l'Intérieur a su nous protéger des criminels et des délinquants, mais pas de sa propre institution qui pousse les fonctionnaires au suicide. C'est un vrai problème. Castaner à l'époque. Ouais. Alexandre Langlois, merci beaucoup. Merci pour vos éclaircissements. Vous avez remis effectivement en perspective ce qui se passe. On va continuer à en parler avec vous et effectivement, savoir comment cette tension peut vraiment s'apaiser, parce que là, ça devient très préoccupant.